J'ai toujours présumé que les archives des bibliothèques remontaient loin dans l'histoire. Manuscrits médiévaux, textes de la Renaissance, chroniques anciennes préservées à travers des siècles de conservation méticuleuse, c'est ce qu'on nous raconte. C'est ce que je croyais. Mais cette certitude s'est effondrée dès la première heure de recherche véritable, car lorsqu'on demande à consulter des documents antérieurs à 1800, lorsqu'on souhaite voir les textes originaux, les manuscrits non restaurés, les sources primaires qui devraient ancrer notre compréhension de l'histoire, on se heurte à un schéma, pas à une rareté, pas à une difficulté, mais à une absence systématique, inexplicable. Les bibliothécaires offrent des explications. Incendie, dégâts des eaux, détérioration naturelle. Et individuellement, chaque explication semble raisonnable, plausible même. Mais quand on cartographie le phénomène, quand on retrace ses pertes à travers les continents, tandis que les bibliothèques privées de certaines familles dynastiques de vieille fortune sont restées mystérieusement intactes, leurs collections d'avant 1800 préservées derrière les portes verrouillées de leur domaine, le récit officiel s'écroule. Il ne s'agit pas d'un seul incendie, mais de dizaines, de centaines. Une vague destructrice en cascade qui a balayé les dépôts du savoir humain avec une telle précision, une telle minutie, que presque rien n'a survécu à la transition vers l'ère moderne. Et plus je creusais, plus je réalisais, ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une sélection délibérée. L'incendie de la bibliothèque du Congrès de 1814, l'embrasement des institutions successeurs d'Alexandrie tout au long des années 1700, le grand incendie de la bibliothèque de Copenhague en 1728, l'incendie de Turin en 1667, le tremblement de terre de Lisbonne et les incendies qui ont suivi en 1755, consumant d'innombrables archives, les incendies des bibliothèques de Moscou pendant l'invasion napoléonienne, la destruction systématique des collections monastiques lors des mouvements de dissolution à travers l'Europe, l'un après l'autre, décennie après décennie, chaque événement effaçant des siècles de connaissances accumulées. Mais voici ce qui rend le schéma impossible à ignorer, la chronologie. Ces incendies ne se sont pas produits au hasard à travers l'histoire. Ils se sont regroupés. Concentrés dans une fenêtre temporelle spécifique, grosso modo de 1650 à 1850, une période qui se trouve justement encadrer la transition vers ce qu'on appelle la modernité, ce qu'on nomme les Lumières, ce qu'on qualifie d'ère documentée. Avant cette période, des archives existent, mais uniquement sous forme de copies, de reproductions, de versions publiées après coup, après les incendies, après les pertes. Nous avons ce qui a survécu au filtre, pas ce qui fut écrit à l'origine. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas survécu? J'ai commencé à documenter les pertes de façon systématique, non comme des incidents isolés, mais comme une chronologie coordonnée. 1666. Le grand incendie de Londres détruit la cathédrale Saint-Paul et sa bibliothèque, l'un des plus grands dépôts anglais de textes pré-réforme. 1671. Incendie violent au monastère de l'Escurial en Espagne, consumant des manuscrits irremplaçables de la période islamique et des textes chrétiens plus anciens. 1728. La bibliothèque de l'université de Copenhague brûle. Des milliers de manuscrits médiévaux perdus, dont les seules copies de nombreux textes historiques nordiques et danois. 1731. L'incendie d'Ashburnham House à Londres détruit une partie significative de la bibliothèque Cotton, des manuscrits remontant à l'Angleterre anglo-saxonne, nombre d'entre eux étant les seules copies survivantes en leur genre. 1755. Le tremblement de terre de Lisbonne et les incendies qui s'ensuivent anéantissent la bibliothèque royale, les archives jésuites et d'innombrables collections privées couvrant des siècles d'exploration et d'érudition portugaise. 1794. La France révolutionnaire vide et détruit systématiquement les bibliothèques aristocratiques et ecclésiastiques à travers le pays. 1812. Moscou brûle pendant la retraite de Napoléon. Les archives du Kremlin, les collections de bibliothèques, les documents historiques disparus. 1814.
Washington, D.C. La Bibliothèque du Congrès perd l'intégralité de sa collection de 3000 volumes, les textes fondateurs de la gouvernance américaine et des références historiques. La liste se poursuit. Italie, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre à nouveau, Russie encore, Espagne de nouveau, incendie après incendie après incendie. Allez sur Wikipédia, je sais, mais faites-moi plaisir, et cherchez liste des incendies de bibliothèques. Parcourez cette liste, remarquez les dates, remarquez le regroupement, remarquez combien se sont produits dans cette fenêtre précise de 200 ans. Puis revenez ici et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une coïncidence. Car une fois qu'on voit la chronologie étalée, une fois qu'on les compte soi-même, l'explication officielle commence à paraître insuffisante. Parce que ce n'étaient pas simplement des accidents du destin. Ces incendies se sont produits pendant des périodes de bouleversements politiques, certes, mais les bouleversements politiques n'expliquent pas la précision. Les guerres détruisent les villes de façon chaotique. Les tremblements de terre ne ciblent pas spécifiquement les bibliothèques. Des incendies aléatoires ne brûlent pas systématiquement les archives, tout en laissant intactes les structures adjacentes. Pourtant, c'est exactement ce que montre le schéma. La bibliothèque d'Alexandrie, l'original, aurait brûlé plusieurs fois au fil des siècles. Mais ses institutions successeurs, les bibliothèques qui revendiquaient l'héritage de la tradition alexandrine, ont également brûlé. Les bibliothèques de Constantinople ont brûlé pendant la 4e croisade, puis à nouveau lors de la conquête ottomane. La maison de la sagesse de Bagdad, détruite en 1258. La bibliothèque de l'université de Nalanda en Inde, incendiée par des envahisseurs en 1193. Différents continents, différentes cultures, différents siècles. Même résultat, l'effacement systématique de l'histoire textuelle prémoderne. Et voici la partie la plus étrange, le silence, l'acceptation collective, la façon dont les historiens reconnaissent toutes ces pertes avec des notes de bas de page et des mentions en passant, comme si la destruction du savoir accumulé de l'humanité n'était qu'un fait malheureux mais banal de l'histoire. Aucune indignation, aucune enquête sur les schémas, aucune question sur ce qui a été délibérément ciblé versus ce qui constituait des dommages collatéraux. Juste l'acceptation. J'ai commencé à examiner ce qui reste, les textes qui auraient soi-disant survécu. Des manuscrits médiévaux dans les collections de musées, oui, mais authentifiés comment? Datés selon des méthodes développées quand? Provenance établie par quelle chaîne de traçabilité? Plus j'avançais, plus les réponses devenaient gênantes. La plupart des manuscrits qu'on attribue à la période médiévale ont été découverts ou authentifiés au XVIIIe et XIXe siècle, après les incendies, après les bouleversements, après la transition vers la modernité. La datation au carbone n'était pas disponible avant le milieu du XXe siècle, et même alors, elle date le matériau physique, le parchemin, les composants de l'encre, pas le texte lui-même. L'analyse paléographique repose sur la comparaison des styles d'écriture avec des exemplaires connus. Mais si ces exemplaires ont également été créés pendant la période post-incendie, on date des documents en les comparant à d'autres documents d'origine incertaine. C'est circulaire. C'est construit sur des hypothèses superposées à d'autres hypothèses. Et quand on interroge les bibliothécaires, quand on presse les archivistes pour obtenir les chaînes de documentation originales, pour les registres de garde ininterrompus qui devraient exister pour des manuscrits inestimables, on rencontre des lacunes. Transfert en temps de guerre, évacuation pendant les incendies, période où les archives ont été consolidées ou réorganisées. La chaîne se brise, toujours, juste autour de 1750 à 1850. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Soyons clairs sur ce que je n'affirme pas. Je ne dis pas que chaque texte médiéval est un faux. Je ne prétends pas que l'histoire a été inventée de toutes pièces au XIXe siècle. Mais je dis ceci. Nous ne pouvons pas vérifier le contenu des bibliothèques d'avant 1800 environ, car les preuves physiques ont été systématiquement détruites. Que ce soit par accident, négligence ou intention, le résultat est le même. Nous avons des copies de copies, des traductions de traductions,
et des documents authentifiés dont l'authentification repose sur des normes établies après la disparition des sources originales. On nous dit que la bibliothèque d'Alexandrie contenait des centaines de milliers de rouleaux. On nous dit qu'elle préservait le savoir du monde antique entier. Mais on ne peut nommer la plupart de ces textes. On ne peut décrire leur contenu. On ne peut que référencer des résumés ultérieurs, des affirmations ultérieures sur ce qui existait. Le même schéma s'applique aux bibliothèques monastiques à travers l'Europe, aux grandes bibliothèques islamiques de Bagdad et Cordoue, aux bibliothèques des temples d'Asie. Nous avons des descriptions de ce qui aurait été perdu, mais les textes réels, disparus, brûlés, détruits, effacés. Et à leur place, une histoire standardisée, un récit qui commence commodément pour de bon autour de 1800, avec des documents vérifiés, des sources authentifiées et des chaînes de garde ininterrompues. Le schéma se répète avec une précision troublante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voyez ce que je vois, pensez à vous abonner ou à devenir membre YouTube. Votre soutien est vital pour ce type de recherche. Il y a une autre dimension à cela. Une autre question qui émerge quand on cartographie non seulement ce qui a été détruit, mais ce qui l'a remplacé. Après les incendies, après les bouleversements, après la consolidation des archives dans les bibliothèques nationales et les institutions contrôlées par l'État, quelque chose a changé. La nature de ce qui était considéré comme savoir s'est déplacée. Les types de textes jugés dignes de préservation se sont rétrécis. Les normes éditoriales, les systèmes de catalogage, le cadre même de compréhension de l'histoire, tout s'est standardisé. Qui a décidé ce qui serait réimprimé après les incendies? Qui a choisi quels manuscrits survivants seraient authentifiés et lesquels seraient écartés comme des faux? Qui a établi les chronologies que nous utilisons encore aujourd'hui? Pas des érudits indépendants travaillant en isolement, pas des traditions concurrentes préservant différentes versions du passé, mais des institutions centralisées, des bibliothèques d'État, des archives nationales, des universités fonctionnant sous charte royale ou gouvernementale. Cela soulève une question simple mais cruciale. Qu'est-ce qui ne cadrait pas avec le récit? Quels textes décrivaient des technologies contredisant l'histoire du progrès linéaire? Quelles histoires suggéraient des structures politiques différentes, des formes de savoir différentes, des compréhensions différentes de la capacité humaine? Qu'est-ce qui était jugé trop dangereux, trop déstabilisant, trop incompatible avec le monde en construction dans les années 1800? Nous ne le saurons jamais. Parce que tout a brûlé, je veux vous montrer quelque chose de spécifique. Un schéma dans le schéma. Parmi les bibliothèques détruites, certaines catégories de textes apparaissent avec une fréquence suspecte dans les listes de pertes. Traités alchimiques, manuscrits hermétiques, manuels techniques décrivant des méthodes de construction, cartes astronomiques antérieures à l'invention supposée d'instruments de précision, cartes géographiques montrant des côtes et des masses terrestres avec une précision qui n'aurait pas dû être possible. Ce ne sont pas des sujets marginaux. Ils apparaissent catalogue après catalogue, mentionnés en passant comme faisant partie de collections perdues par incendie ou négligence. Mais quand on les agrège, quand on voit à quel point ce type spécifique de savoir a disparu systématiquement, on commence à remarquer un processus de sélection à l'œuvre. Les textes qui ont survécu, doctrines religieuses, dans des versions approuvées, littérature classique, en traduction éditée, chroniques historiques, écrites par les vainqueurs, préservées par les États, codes juridiques, documents administratifs, la machinerie du pouvoir et les récits qui le légitiment, les textes qui ont brûlé, cosmologies alternatives, savoir technique suggérant des capacités avancées, histoire contredisant les mythologies nationales émergentes, livres décrivant le monde différemment du modèle standardisé requis, et c'est là que le terme « interdit » devient inévitable comme qualificatif, pas parce que quelqu'un a tamponné « interdit » sur la couverture, mais parce que le schéma de destruction suggère une sélection, un choix, une intentionnalité. Certains savoirs ont été autorisés à continuer, d'autres devaient pas prendre fin. Je reviens sans cesse à un ensemble spécifique de photographies. Des portraits royaux des années 1850 aux années 1880,
des monarques européens posant dans leurs bibliothèques privées, entourés d'étagères de volumes reliés cuir s'étendant dans l'ombre. Mais voici ce qui me ronge. Ces bibliothèques existent toujours. Les familles occupent toujours les domaines. Les livres tapissent toujours les murs derrière des cordons de velours et du verre de sécurité. Et nous n'avons pas le droit de les lire, pas le public, pas les chercheurs, pas les historiens demandant l'accès pour vérifier les sources même citées dans les textes académiques. Ces collections restent scellées, privées, propriété ancestrale protégée par des siècles de privilèges hérités. Tandis que les bibliothèques monastiques brûlaient, tandis que les collections universitaires disparaissaient en flammes, tandis que les dépôts publics à travers l'Europe succombaient à incendie après incendie providentiel, certaines familles n'ont rien perdu. Leurs collections ont survécu, intactes, complètes, curieusement épargnées par les catastrophes qui ont consumé les archives de tous les autres. Des familles spécifiques. Et je dois être prudent ici, sinon cette vidéo se retrouve enterrée par l'algorithme avant que vous ne la voyiez. Des familles dont les noms apparaissent dans la banque, l'industrie, la consolidation du pouvoir durant la période exacte où tout le reste brûlait. Que contiennent ces livres? Quel savoir repose derrière les portes verrouillées de domaines où vous ne mettrez jamais les pieds? Quels textes ont été jugés trop importants pour risquer dans les institutions publiques? Demandez-vous, pourquoi les archives publiques ont-elles brûlé, tandis que les collections privées survivaient? Pourquoi certaines lignées étaient-elles immunisées contre les incendies qui ravageaient le savoir institutionnel? Et pourquoi, 2 siècles plus tard, ces mêmes familles refusent-elles toujours l'accès à des matériaux qui pourraient répondre aux questions mêmes que les historiens prétendent ne pouvoir résoudre? Permettez-moi d'ancrer cela dans quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez vérifier vous-même. Allez dans n'importe quelle grande bibliothèque, demandez des manuscrits originaux d'avant 1750, pas des fac-similés, pas des éditions publiées, mais les documents réels, physiques. Vous trouverez qu'ils sont rares, extraordinairement rares, et ceux qui existent partagent souvent certaines caractéristiques. Ils proviennent de collections royales, d'archives d'État, d'institutions ayant des liens directs avec le pouvoir gouvernemental. Les bibliothèques monastiques indépendantes, les collections savantes privées, les archives des guildes marchandes, ces matériaux sont perdus. Mais les matériaux sanctionnés par l'État ont survécu. Pratique, n'est-ce pas? Allez plus loin maintenant. Demandez à voir les registres d'acquisition de ces documents survivants. Quand la bibliothèque les a-t-elle obtenus? De qui? Dans quelles circonstances? Vous trouverez des lacunes. Transfert pendant les guerres napoléoniennes. Acquisition pendant la dissolution des ordres religieux. Donation de collections privées dont la provenance s'interrompt brusquement. Documents surgissant au XIXe siècle avec une authentification basée sur l'analyse stylistique. Raisonnement circulaire qui présuppose la chronologie qu'il tente de prouver. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste que de la négligence ou de la dégradation naturelle. Elles suggèrent une consolidation historique. Un moment où le savoir a été centralisé, standardisé et filtré. Où le passé a été réécrit non pas exactement par des mensonges, mais par une préservation sélective. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'archive de l'histoire humaine. C'est ce qui a été autorisé à subsister après les incendies. Il y a quelque chose de troublant à déambuler dans les vieux bâtiments de bibliothèques, ceux construits au milieu des années 1800, conçus spécifiquement pour abriter le savoir, récupéré et préservé de la civilisation. Leur architecture est révélatrice. Conception ignifugée, rayonnage métallique, construction en béton. Comme si les constructeurs savaient, consciemment ou inconsciemment, que la préservation nécessitait une fortification contre le schéma même qui venait de consumer tout ce qui précédait. Protégeait-il le savoir? Ou protégeait-il le récit qu'il venait de construire? Je pense aux livres qui ont brûlé. Non comme des abstractions, mais comme des textes spécifiques écrits par des personnes spécifiques qui croyaient préserver quelque chose d'important. Qui croyaient que les générations futures liraient leurs mots, comprendraient leurs découvertes,
construiraient sur leurs fondations. Mais nous ne pouvons pas, parce que la chaîne s'est brisée. Les incendies sont venus, et ce qui a émergé de l'autre côté était une histoire contrôlée, un passé gérable, une histoire adaptée aux besoins des États-nations émergents et de la modernité industrielle. L'explication officielle, que les incendies se sont simplement produits, que les accidents se sont accumulés, que ce n'était que le coût malheureux de la préservation de matériaux fragiles à travers des siècles turbulents, s'effondre sous le poids de la précision du schéma. Trop d'incendies. Chronologie trop opportune. Trop cohérent dans ce qui a été perdu versus ce qui est resté. Trop minutieusement, ces événements ont-ils effacé les compréhensions alternatives de l'histoire, de la technologie et de la capacité humaine. Et trop silencieuses sont les institutions qui bénéficient de cet effacement. Alors, qu'y avait-il dans ces livres? Quel savoir a brûlé bibliothèque après bibliothèque, siècle après siècle, jusqu'à ce que rien de vérifiable ne subsiste avant 1800? Nous ne pouvons pas le savoir. C'est tout l'intérêt, c'est le mécanisme de contrôle. On ne peut pas questionner ce à quoi on n'a pas accès. On ne peut pas contester des récits construits sur des sources qui n'existent plus. On ne peut pas vérifier des affirmations sur le passé quand les preuves sont cendres. Ce qui nous reste, c'est la foi. La foi que les résumeurs ont représenté fidèlement ce qu'ils ont détruit, la foi que les survivants des incendies ont préservé les matériaux les plus importants. La foi que les institutions contrôlant maintenant l'accès à l'histoire n'ont aucune raison de maintenir des récits particuliers plutôt que d'autres. Mais quand on examine le schéma, la destruction systématique, coordonnée, d'une précision impossible, des archives prémodernes à travers continents et siècles, cette foi devient difficile à soutenir. Peut-être y avait-il des techniques de construction avancées que nous avons oubliées. Peut-être y avait-il des systèmes énergétiques alternatifs, des structures sociales, des capacités technologiques qui ne cadrent pas avec l'histoire du progrès linéaire du primitif au moderne. Peut-être le monde d'avant 1800 était-il radicalement différent de ce qu'on nous a enseigné, et peut-être cette différence était-elle incompatible avec l'ordre établi à sa place, ou peut-être était-ce exactement comme on nous le dit. Incendies aléatoires, dégradation naturelle, la simple entropie du temps œuvrant contre la préservation. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Nous existons dans une ère où l'histoire humaine commence véritablement autour de 1800, avec des sources vérifiées, des documents authentifiés et une autorité institutionnelle. Tout ce qui précède n'existe qu'en traduction, en copie, en version filtrée par les institutions mêmes qui ont bénéficié de la consolidation. Demandez-vous, qu'avons-nous perdu? Qu'est-ce qui ne pouvait être autorisé à survivre? Quel savoir était trop dangereux pour franchir le seuil vers la modernité? Et quand vous réalisez que vous ne connaîtrez jamais la réponse, que les incendies ont fait en sorte que vous ne le saurez jamais, le silence devient assourdissant. Parce que si vous vouliez effacer un passé, si vous vouliez réécrire l'histoire à grande échelle, vous n'auriez pas besoin de détruire chaque copie de chaque texte. Il suffirait de détruire assez pour que la vérification devienne impossible. Assez pour que les fragments survivants puissent être réinterprétés, réorganisés et présentés comme faisant autorité par les institutions que vous contrôlez. Il vous faudrait des incendies. Beaucoup. Durant une période critique, ciblant les dépôts qui préservaient le savoir alternatif, et ensuite il faudrait que tout le monde accepte cela comme une coïncidence.